Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, deuxième épisode de la mini-série sur la théorie des émotions construites. Cette semaine, on va voir qu'est-ce que nous pouvons en faire, puisque une théorie, donc un schéma explicatif, peut nous aider dans la gestion quotidienne. Et donc, cette théorie des émotions construites, puisqu'on connaît l'importance des émotions dans notre comportement, eh bien, j'aimerais pouvoir étudier avec vous ce que nous pouvons en faire en tant qu'individu, en tant que responsable, en tant que leader, ou en tant que responsable d'une organisation, en tant que dirigeant ou dirigeante. Donc, la semaine dernière, on a posé les bases. Donc, le cerveau, c'est pas un organe réactif qui détecte les émotions, c'est un organe prédictif qui construit les émotions à partir d'une espèce d'impulsion physiologique. Le cerveau gère un budget énergétique en essayant de prédire l'avenir. Et donc les émotions, c'est sa façon de donner du sens aux signaux physiologiques qu'il reçoit. D'accord ? Alors, concrètement, en tant qu'individu, deux choses à faire. La première, c'est développer notre granularité émotionnelle. La deuxième, surveiller et restaurer notre fenêtre de tolérance. Regardons en détail ce que ça veut dire. Développer notre granularité émotionnelle, c'est une compétence importante qu'on doit cultiver. C'est ce que Feldman Barrett met dans son livre. C'est la capacité à construire des expériences émotionnelles précises et distinctes, d'où l'idée de grain, de granularité, plutôt que de se contenter d'un vague « je me sens mal, je suis stressé ». Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que comme les émotions sont construites, elles sont construites aussi en particulier à partir de nos concepts, de nos idées, de notre fonctionnement. Et donc, plus le concept est précis, plus la réponse sera adaptée. La colère prédit l'attaque, l'indignation prédit la correction d'une injustice, l'appréhension prédit la préparation. Or, colère, indignation, appréhension peuvent être confondues si le seul concept qu'on a à disposition, c'est « je suis stressé ». Et donc, comme c'est pas du tout la même action, ça va donner des réponses qui sont inadaptées. Et donc un déséquilibre qui va nous empêcher de répondre correctement. Et donc, la précision conceptuelle dans ce cadre-là, c'est vraiment une meilleure capacité à agir. Exercice concret que vous pouvez faire, quand vous ressentez quelque chose de fort, quelque chose qui ne fonctionne pas, dans lequel vous diriez « je me sens mal, je suis stressé, je suis pas bien », forcez-vous à nommer l'état avec au moins 3 mots. Alors ça peut être 2, ça peut être 4, c'est égal, mais avec un certain nombre de mots distincts. Donc, par exemple, plutôt que de dire « je suis tendu », dites « je suis déçu du processus, mais confiant sur le résultat et impatient de passer à autre chose ». Vous voyez qu'on a un mélange. On a de la déception, on a un peu de confiance, on a surtout de l'impatience. Donc la tension que vous sentiez, c'est pas nécessairement une tension négative due à quelque chose finalement que j'anticipe, mais dans ce cadre-là, je suis tendu parce que je suis impatient, j'aimerais faire autre chose, j'aimerais passer à autre chose. Alors que si vous en restez à... Alors, du coup, si je dis je suis déçu du processus, confiant sur le résultat, impatient de passer à autre chose, l'action, c'est peut-être de passer à autre chose. C'est peut-être de clore le sujet en sachant que il n'est pas résolu de manière satisfaisante pour nous, mais qu'on va vouloir passer à autre chose. Alors que si je reste à « je suis tendu », qui est flou, qui n'est pas très précis, qu'est-ce que je fais quand je suis tendu ? Je sais pas, je vais boire un verre d'eau. J'en parle à quelqu'un. Mais ça ne résoudra pas... ça me donnera un moins bon potentiel d'action, puisque j'aurai moins bien identifié qu'est-ce qui se passe. Donc cet exercice tout bête, reconfigure littéralement votre prédiction, la manière dont votre cerveau réagit. Donc, développez votre granularité émotionnelle. Deuxième chose, surveiller et restaurer la fenêtre de tolérance.
La fenêtre de tolérance, c'est la zone d'excitation. Alors dans le sens arousal en anglais, ça veut dire l'excitation en termes de système. On pourrait dire la veille ou le sentiment d'être activé, hein, ou la zone d'activation optimale. On pourrait peut-être plutôt dire qu'excitation. Activation, c'est peut-être pas mal. Et donc, la fenêtre de vigilance, la fenêtre de tolérance, c'est la zone d'activation optimale dans laquelle notre cortex préfrontal, donc la partie du cerveau qui, entre guillemets, pose des étiquettes sur ce qui se passe, reste vraiment actif et dans le meilleur des sens possible. Hors de cette fenêtre, on prend des décisions qui vont être appauvries, puisque notre cerveau fonctionne moins bien que ce qu'il pourrait. Alors, le problème, c'est que ça, vous savez comment faire. Les leviers sont hyper simples. Le problème, c'est qu'ils sont, du coup, encore plus non négociables qu'avant. Parce qu'avant, on se disait, bon, c'est bien, pour gérer mon stress, de dormir, etc. Mais là, c'est pire encore. C'est que le sommeil, la récupération physique, les micro-pauses dans les journées chargées et tout le reste, c'est ce qui va vous permettre de rester dans cette fenêtre d'activation optimale. Donc c'est pas du développement personnel. Il s'agit pas de suivre un gourou. C'est une question de performance cognitive. C'est vraiment une question de performance tout court. Donc il faut traiter son budget corporel exactement comme on traite un budget financier. Et une dette chronique a des conséquences. Et donc une manière de faire ça, c'est d'apprendre à reconnaître nos signaux d'alarme. Quand vous êtes en hyperactivation, donc très tendu, irritable, tout est urgent, c'est justement le moment de pas prendre une grande décision. Hein ? Donc peut-être qu'on va reporter à plus tard ou régler d'abord son état, rééquilibrer le budget corporel avant de pouvoir prendre cette fameuse décision. Donc, en tant qu'individu, développer une meilleure granularité émotionnelle et puis surveiller, restaurer la fenêtre de tolérance. En tant que responsable d'équipe, 2 choses. Devenir ou redevenir un architecte de sens et puis créer de la sécurité psychologique. Alors ça paraît un peu pompeux, architecte de sens, ça fait un peu intelligence artificielle, mais sous l'angle de la théorie des émotions construites, le rôle de responsable est pas seulement décisionnel, comme souvent il peut l'être. C'est pas qu'il n'est pas décisionnel, il n'est pas seulement décisionnel, il est physiologique aussi. Puisque avec notre comportement de responsable, comme parce que, ma foi, l'humain fonctionne encore comme ça pour l'instant, votre équipe va regarder comment vous réagissez, est-ce que vous décidez, est-ce que vous êtes silencieux ou silencieuse ou pas, eh bien vous influencez le budget énergétique collectif de votre équipe. Vous avez une influence directe sur la manière dont vos collaborateurs et vos collaboratrices vont gérer leurs émotions et leur énergie. Quand vous laissez de l'ambiguïté flotter sur les priorités, sur une décision, sur un silence en réunion, par exemple, votre équipe, elle génère des erreurs de prédiction. Parce que, du coup, si les priorités ne sont pas forcément claires, alors que j'ai posé la question à mon chef, si la réponse n'est pas claire, et la réponse claire peut être « je ne sais pas ». Mais si je n'ai pas de réponse à ma question, mon cerveau va continuer à faire des prédictions et certaines d'entre elles seront fausses. Et donc j'aurai alloué de l'énergie à faire des prédictions alors qu'en fait, il n'y avait pas forcément besoin de le faire. Donc ces erreurs ont un coût métabolique réel chez les personnes avec qui vous travaillez. Alors je parle de votre équipe, mais c'est vrai pour votre responsable hiérarchique, c'est vrai pour vos collègues, c'est vrai pour toutes les personnes autour de vous. Et donc ce coût métabolique réel épuise. Donc on doit, en tant que responsable, fournir des idées, des concepts clairs. Si on ne le fait pas, les collaborateurs comblent le vide avec les concepts les plus accessibles à ce moment-là. Et donc, en cas d'ambiguïté, en cas de danger, souvent, le concept, ça va être la menace, la méfiance, le désengagement. Donc, être une bonne manager, selon la théorie des émotions construites, c'est être ce que la recherche appelle un architecte conceptuel. Ça veut dire que vous construisez des cadres précis pour interpréter ce qui se passe, pour aider les gens à interpréter, pour qu'ils n'aient pas à faire eux-mêmes le calcul dans leur coin, en sachant qu'ils vont devoir en faire plusieurs avant de choisir le bon. On nomme les situations, on réduit le coût métabolique de l'incertitude, même en disant « je ne sais pas ». Ça réduit l'incertitude. Parce que si je ne sais pas, ok, peut-être qu'on peut travailler ensemble, peut-être que le responsable ou la manager va me missionner pour travailler avec cette incertitude. Donc, devenir, entre guillemets, un architecte de sens, ou en tout cas de concept. Deuxième chose, créer la sécurité psychologique. C'est pas un luxe, c'est vraiment une infrastructure.
on en a beaucoup parlé dans ce podcast, la sécurité psychologique, les travaux d'Amy Edmondson, trouvent une validation biologique, j'allais dire quasiment biologique, mais c'est une validation psychologique, biologique. Dans un environnement perçu comme sûr, qu'est-ce que fait le cerveau ? Il prend toutes les ressources de vigilance sociale, la surveillance de menaces, la prédiction de ce qui va se passer, de qui va dire quoi comment, toutes ces ressources-là, il les désalloue de cet endroit-là, et il les alloue et les redirige vers des fonctions cognitives supérieures, créativité, résolution de problèmes, collaboration, etc. Donc, plus l'environnement est safe et sûr, entre guillemets stable du point de vue de la sécurité psychologique, plus vos équipes vont pouvoir créer, résoudre. Donc c'est pas une question de gentillesse, la sécurité psychologique. C'est même pas une question de bienveillance. C'est une infrastructure de performance. Chaque fois que quelqu'un dans l'équipe cache une erreur, parce qu'il craint une répercussion, c'est encore une erreur de prédiction non résolue pour lui et pour toute l'équipe. Donc, pratique concrète, lors de vos réunions, créez délibérément de l'espace pour ce genre de signaux faibles et les erreurs. C'est pas une question de tolérer l'incompétence, c'est une question de dissocier explicitement une erreur honnête, en disant oui, je lève la main, je fais une connerie, j'ai mal répondu à un client. Donc distinguer l'erreur honnête de la faute vue comme plutôt une erreur volontaire. Le langage qu'on utilise construit littéralement les émotions des équipes. Donc dans les réunions, créez un espace où les gens peuvent dire, et commencez par vous. On l'a vu, en sécurité psychologique, vous commencez par vous. On dit voilà, moi je ne sais pas ça, ou j'ai fait ça faux, ou j'ai... Alors, je sais que dans certaines cultures d'entreprise, ça pose problème. Ça, je le sais. Donc, faites-le dans un cadre qui fait du sens pour vous. Mais vous savez que si vous augmentez la sécurité psychologique dans votre équipe, alors votre équipe aura plus de ressources pour créer, pour résoudre des problèmes, que pour simplement surveiller qu'ils ne sont pas en danger. En tant que membre de direction, 2 actions, repenser la culture et aligner la structure sur le budget énergétique. Repenser la culture comme un répertoire de concepts partagés. Vous voyez que la théorie des émotions construites nous donne une grille de lecture intéressante sur la culture d'entreprise. Donc la culture, c'est pas, alors vous le savez, on en parle souvent, mais c'est pas les valeurs affichées sur le mur, c'est le répertoire de concepts émotionnels partagés. C'est ça en fait qu'on va vouloir dire. Quand tout le monde dans l'organisation interprète un silence en réunion de la même façon, qui est de la réflexion. Du coup, les budgets énergétiques sont alignés, pas d'erreur de prédiction, efficacité collective augmente. Quand ce même silence en réunion est interprété comme de la désapprobation ou difficilement interprété, on ne sait pas, on retourne à cette idée d'incertitude et donc d'augmentation de l'énergie mise à disposition par les équipes, par les gens, pour essayer de savoir ce qui se passe. Donc quand les concepts divergent selon les équipes, les fonctions ou les niveaux hiérarchiques, on a une friction constante. On a une friction qui est coûteuse, puisque les gens ne savent pas, et donc ils vont continuer à faire des modèles et à faire des prédictions. Donc, une application directe, c'est que l'onboarding des collaboratrices, des collaborateurs, par exemple, doit transmettre explicitement le vocabulaire émotionnel de l'organisation. Pas juste les processus. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les rituels ? Qu'est-ce qu'ils signifient ? Comment est-ce qu'on interprète les choses chez nous ? Quand le directeur ne dit rien pendant 3 mois, c'est normal, il observe, il n'est pas absent, il est là, mais il regarde. Et puis les équipes globales, alors les équipes internationales, multiculturelles, demandent une exigence, exigent une compétence culturelle émotionnelle active. C'est que, du coup, les collègues d'autres cultures construisent littéralement les émotions de manière différente face aux mêmes situations, aux mêmes stimuli. Puisque les émotions sont construites en particulier sur le vécu. Donc l'interculturalité devient très importante. Deuxième chose, aligner la structure sur le budget énergétique. Tout ce qui est ambiguïté des rôles, tout ce qui est micromanagement, tout ce qui est surcharge d'informations, ce sont des générateurs chroniques d'erreurs de prédiction. Ils fatiguent les équipes, pas seulement psychologiquement, mais aussi biologiquement. Donc, on connaît les remèdes, donner l'autonomie, clarifier les périmètres, etc. Mais vous voyez que c'est pas simplement une décision... il faut le faire parce que c'est bien, il faut le faire parce que ça a un impact direct sur les capacités cognitives des collaboratrices et des collaborateurs. Donc, en conclusion, la théorie des émotions construites nous dit quelque chose de vraiment important, de fondamental. La performance durable n'est pas dissociable du bien-être
allostatique, énergétique des gens qui composent l'entreprise. C'est pas de l'idéalisme. C'est de la biologie. C'est du fonctionnement. Pendant qu'on y est, en conclusion, un mot sur les tests de personnalité. Énéagramme, MBTI, DISC, etc. Alors, des outils qui sont très utilisés dans les organisations, pour recruter, pour composer des équipes, pour orienter. On me l'a encore demandé récemment, à en faire un travail sur le leadership des cadres, est-ce qu'on peut leur faire un test? La théorie des émotions construites pose sur un regard absolument dévastateur. Puisque tous ces instruments reposent sur une prémisse que la neurophysiologie contemporaine ne valide pas. Cette prémisse, c'est que l'idée, il existerait des types stables, fixes, universels, que vous seriez structurellement intuitif, analytique, dominant. Mais si les émotions et les comportements sont construits en fonction du contexte, en fonction de l'état du corps et des expériences passées, la notion même de type figé devient absolument intenable. Ce que ces tests capturent au mieux, c'est une photo floue de certaines tendances à un instant donné, dans un contexte donné. Vous allez vraiment dépenser 2000 balles pour avoir un type qui ne correspond à pas grand-chose? Ce qu'ils prétendent mesurer, l'espèce de nature profonde, ce qu'on appelle en philosophie le positivisme, il y a quelque chose qui existe au-delà de ce qu'on peut percevoir, n'existe simplement pas sous cette forme. Ça ne signifie pas que la connaissance de soi est inutile. Ça signifie que la bonne question, c'est pas quel type suis-je, mais dans quelles conditions est-ce que je construis le meilleur de moi-même? Dans quelles conditions est-ce que je suis capable de gérer mes émotions le mieux possible? Et donc mon comportement. Donc, ce qui est important vraiment, en tant qu'individu, en tant que leader, en tant que responsable d'entreprise, c'est de prendre conscience que ces émotions sont construites et que chacune d'entre nous peut faire quelque chose pour nous-mêmes mieux gérer ces émotions et évidemment aider autour de nous l'entreprise à les gérer de manière beaucoup plus positive. La théorie des émotions construites n'est pas qu'une théorie, c'est aussi une réalité. Merci d'avoir écouté cette mini-série. Si elle vous a résonné, si elle vous a parlé, partagez-la à un père, à une personne que vous connaissez. Et si vous voulez aller plus loin, je vous recommande de lire le bouquin de Lisa Feldman Barrett qui s'appelle How Emotions Are Made. C'est vraiment une lecture, à mon avis, qui est incontournable aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. À la semaine prochaine. Ciao.